Dans ce round de négociations, les Iraniens ne sont pas là pour discuter du nucléaire, ils sont là pour discuter des sanctions économiques et financières imposées par les USA. Bonjour et shalom, Richard Darmon, au micro du studio Kalita pour notre magazine hebdomadaire de géopolitique intitulé Israël au cœur du Moyen-Orient, Israël dans sa région, consacré aujourd'hui aux véritables enjeux des négociations actuelles de Vienne avec l'Iran. Alors pour parler aujourd'hui de ces pourparlers, en ligne avec nous depuis Tel Aviv, Olivier Rafovitch, bonjour et shalom. Shalom, shalom Richard, bonjour. Olivier, après être parti vous installer en Israël à l'âge de 19 ans, vous avez fait votre service militaire dans Tsahal, puis vous êtes devenu colonel de réserve et porte-parole de l'armée israélienne pour la presse internationale durant la seconde intifada entre 2000 et 2005, et aussi pendant la deuxième guerre du Liban lors de l'été 2006. Expert militaire, vous avez été également l'un des directeurs de l'agence juive, et aujourd'hui vous êtes expert en sécurité et en stratégie à l'Institut, en anglais ça s'appelle le GISS, l'Institut de Jérusalem pour la stratégie et la sécurité. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Les spécialistes qui suivent de près ce 7e round des pourparlers de Vienne, qui a commencé d'ailleurs il y a 2 semaines, ont fait état lors du dernier week-end des progrès, c'est le mot qu'ils ont employé, enregistrés par les Iraniens dans leurs discussions, notamment pour la levée des sanctions qui furent imposées par l'administration Trump. Et ce, avec le soutien avéré des Russes et des Chinois. Or, cette levée des sanctions fait justement l'objet de l'un des 3 documents de base qui sont présentés à tous les négociateurs à Vienne. Alors, franchement, qu'est-ce que cela pourrait signifier pour Israël, une levée des sanctions, si les négociateurs s'entendaient là-dessus ? Il faut savoir que dans ce round de négociations, les Iraniens ne sont pas là pour discuter du nucléaire, ils sont là pour discuter des sanctions économiques et financières imposées par les USA. Et en fait, les Iraniens veulent lever ces sanctions. C'est le but ultime, suprême de ces négociations-là. Du côté israélien, nous sommes, je dirais, des observateurs, on va dire, actifs, tout en étant en dehors des négociations, mais nous sommes évidemment à l'affût de toute information qui pourrait sortir de ces négociations-là. Le fait que l'Iran veuille absolument que les sanctions soient levées, c'est-à-dire que des milliards et des milliards de dollars pourraient de nouveau réinjecter dans l'économie iranienne, et ceci, entre autres, pas seulement pour le secteur civil, mais également pour donner à l'Iran plus d'argent, plus de moyens pour financer ses activités militaires et terroristes dans la région, qui pour nous, effectivement, un problème extrêmement grave. Alors comment expliquez-vous, Olivier, que les négociateurs occidentaux continuent de manière imperturbable de discuter avec les Iraniens alors que Téhéran continue pour sa part d'enrichir de l'uranium ? Et pas à 20%, à 60% et plus, un taux qui prouve bien d'ailleurs au passage que leur recherche du nucléaire est uniquement militaire, parce qu'on n'enrichit pas 60% quand on fait du nucléaire civil, et surtout alors que cet enrichissement d'uranium se double aussi de la fabrication en série par le régime des Mollahs de missiles balistiques qui peuvent atteindre n'importe quel point dans le monde, et ce en complète violation du fameux accord de Vienne passé en 2015 avec donc les 6 superpuissances du monde. Et est-ce qu'on n'a pas affaire là, finalement, à un double jeu iranien qu'on connaît depuis très longue date ? Vous savez, les Iraniens ont inventé un jeu qui s'appelle le jeu des échecs. Ce sont les Perses qui l'ont inventé il y a des milliers d'années. Et ils ont une capacité effectivement à manipuler les pièces, que ce soit des pièces des jeux d'échecs ou des pièces dans un jeu de négociation. Du côté des puissances occidentales et même des Américains, il y a une volonté de revenir à un accord. Certaines personnes aujourd'hui pensent que d'avoir quitté l'accord de 2015 a été une erreur. Certaines le pensent à Washington, mais également en Israël, dans le domaine monde sécuritaire et militaire. D'autres pensent que c'était au contraire une bonne chose que cet accord soit, arrêté par la sortie des USA. D'ailleurs, sous la pression à l'époque de Netanyahou, qui avait demandé vraiment à Donald Trump de quitter l'accord de 2015. En tout cas, l'accord était une certaine base de contrôle de l'Iran. Évidemment, l'Iran mentait et continue à mentir aux puissances occidentales, continue à mentir à l'AIEA, c'est-à-dire à l'Agence internationale de l'ONU pour le contrôle du nucléaire. D'ailleurs,
Monsieur Grossi, le patron de l'AEA, dit clairement que les Iraniens ne respectent pas les visites des inspecteurs, empêchent de savoir ce qui se passe et que, d'une manière ou d'une autre, l'Iran va vers la bombe atomique. Maintenant, par rapport à votre question, s'il n'y a pas d'accord du tout, aucun contrôle, l'Iran aura la bombe atomique d'ici un temps très court. Selon les Britanniques, on parle de quelques mois. Selon d'autres, on parle d'un an, d'un an et demi. En tout cas, les Britanniques pensent que d'ici quelques mois, là, sans aucun contrôle ni accord, l'Iran aura suffisamment de matériaux fissiles pour obtenir une bombe atomique et ensuite également, comme vous l'avez dit, la placer sur un missile balistique. D'autres pensent que d'avoir un accord ou d'aller vers un accord est peut-être le dernier maillon possible pour un contrôle du nucléaire militaire iranien. Dans tous les cas de figure, Israël prend en considération la chose suivante. Vous comprenez bien ce que je veux vous dire, Richard, c'est qu'aucun accord, aucune négociation, aucune discussion ne pourront empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Ça veut dire que dans tous les cas de figure, toutes ces discussions, réunions, négociations évidemment, et même un accord, n'empêcheront pas l'Iran d'avoir la bombe atomique. Et dans ce cas précis-là, il reste pour l'État d'Israël et ceux qui ne veulent pas que l'Iran ait l'arme nucléaire, une option qui est l'option militaire. L'option militaire est plus compliquée à manœuvrer ou à faire accepter, mais c'est peut-être une des questions que vous allez me poser par la suite. Oui, alors on va en venir. Quelles sont les options qui existent pour Israël? Mais dès avant, je voulais, au plan diplomatique, puisque vous avez évoqué la position américaine, qui est d'ailleurs pas très très nette, mais il y a aussi les Chinois, les Russes sont du côté de l'Iran, et alors les Européens, paradoxalement, sont dans une position assez ambiguë d'après les données de ces derniers jours, puisque d'un côté, ils veulent aboutir à un accord qui satisferait les uns et les autres, mais en même temps, ils ne veulent pas, en tout cas le groupe des trois, le E3 comme on l'appelle, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, ne veulent pas plier complètement devant les revendications maximalistes iraniennes et veulent des concessions. C'est la position de Macron, c'est la position de l'Allemagne aussi. Ils sont dans une ambiguïté parce que d'un côté, ils voudraient bien qu'on ait un accord pour retourner faire des affaires à Téhéran, un grand pays, un grand marché, mais en même temps, il se méfie, et puis on n'a pas le temps de les donner, mais il y a plusieurs déclarations de représentants de l'Union européenne à ces négociations. Enrique Mora a déclaré ce week-end il a mis en garde les Iraniens en disant qu'il ne restait pas des mois, mais seulement quelques semaines pour aboutir. Donc on est du point de vue des Européens, dans une ambiguïté aussi. Alors, je serai un petit peu plus réservé sur la position des uns et des autres par rapport à l'arme nucléaire. Vous avez parlé de la Russie, de la Chine et des Européens. La Chine, aujourd'hui, est peut-être le partenaire le plus important pour l'économie iranienne et pour les achats de pétrole brut iranien par la Chine. Donc, quelque part, la Chine, si vous voulez, est en train d'outrepasser ou de contourner les sanctions américaines par le fait que la Chine est un partenaire important de l'Iran. Est-ce que la Chine est intéressée par une Iran nucléaire? Ce n'est pas tellement la question. La Chine, aujourd'hui, est intéressée par l'Iran comme cliente de la Chine et comme partenaire économique de la Chine. La Chine n'a pas tellement de vision pour ou contre le nucléaire iranien. Les Russes, par contre, même s'ils sont dans une optique différente des Américains ou des Européens, les Russes ne souhaitent pas que l'Iran soit nucléaire. Les Russes n'ont aucun intérêt à ce que l'Iran soit nucléaire, mais ils jouent un jeu un peu plus subtil par rapport à l'Iran. Il faut savoir que l'Iran, la Perse et l'empire du Tsar, et ensuite l'URSS, et aujourd'hui la Russie de Poutine, de tout temps, les relations entre la Russie, l'URSS et l'Iran ou la Perse ont toujours été des relations extrêmement importantes, mais aussi ambiguës, parce que ce sont deux pays qui ont une longue frontière commune et qui ont toujours essayé de préserver des intérêts communs pour éviter un embrasement militaire et autres à cette longue frontière. Mais il est clair qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine n'a pas tellement envie que l'Iran, dans le flanc sud de la Russie, devienne une puissance nucléaire et même une puissance qui pourrait engendrer des problématiques sécuritaires dans la région, entre autres ce qu'on appelle des régions musulmanes de la Russie actuelle. Pour ce qui est de l'Europe, elle, a une position intéressante, et celle de Macron en particulier. Macron a déclaré il y a quelque temps
durant la visite aux Émirats Arabes Unis, lorsqu'il a signé l'accord sur les 80 avions de combat Rafale qui ont été vendus aux Émirats Arabes Unis avec 14 ou 15 hélicoptères de type Caracal, il a déclaré donc durant sa visite aux Émirats Arabes Unis qu'il préférerait ou qu'il considère qu'il faudrait impliquer, je cite, les États du Golfe et Israël dans les négociations avec l'Iran pour arriver à un accord intéressant, un accord viable. Une position qui n'est pas reconnue par les Iraniens. Mais que la France le dise ouvertement par la voix de son président est un point important qui rejoint quelque part la position israélienne, extérieure aux négociations, mais qui fait tout pour faire pression et pour éviter que ces négociations aboutissent à un accord qui soit une catastrophe pour l'intérêt de l'État d'Israël. Les Britanniques, qui sont aujourd'hui en dehors de l'Union européenne, ont une position non plus marquée anti-nucléaire iranien. Et il faut savoir que le service de renseignement britannique, le MI6, est extrêmement bien au courant de tout ce qui se passe dans le nucléaire iranien et qu'il a des informations qui disent que, selon les Britanniques, donc les Iraniens sont à quelques semaines du seuil nucléaire. Du seuil nucléaire. Et le seuil nucléaire, ça veut dire qu'en quelque temps, on peut fabriquer non pas 1, mais 5 engins nucléaires. C'est en fait la base de ce qu'on appelle l'arsenal nucléaire basique. L'Allemagne est également dans ce camp-là, et les Américains, de manière paradoxale, sont ceux peut-être qui poussent le plus à un accord nucléaire. C'est ça, j'allais vous demander, qu'est-ce qu'ils veulent exactement, les Américains? Protéger les intérêts bien compris des USA et de ses alliés les plus proches? Ils veulent 3 choses. D'abord, il faut savoir que le négociateur en chef des Américains aujourd'hui face à l'Iran s'appelle Robert Malley. C'est un homme qui avait été nommé à l'époque d'Obama comme le négociateur de l'accord de Vienne. De vous à moi, il est juif, américain, appartient à la gauche progressiste, ultra progressiste même du Parti postmoderniste, on pourrait dire, postmoderniste, non? On va dire, en tout cas, il est ultra gauche, si vous voulez, au niveau de sa position. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais son père est d'origine égyptienne, il était d'obédience nassérienne, et sa mère américaine, qui à l'époque avait représenté le FLN algérien aux Nations Unies. Pour vous montrer, si vous voulez, de quelle famille il vient. Encore une fois, lui-même est un intellectuel, qui dernièrement a un tout petit peu changé de position. On sent qu'il est un petit peu plus réservé quant à l'obtention à tout prix d'un accord avec l'Iran. On le sent un petit peu plus réservé. Semble-t-il, il aurait des informations qui font que les Américains n'ont peut-être pas trop intérêt à donner à l'Iran tout ce qu'ils veulent. Mais pour revenir encore une fois à la position américaine de Joe Biden et d'Anthony Blinken, on a affaire, si vous voulez, à une école diplomatique américaine qui est la continuation de l'école d'Obama. Blinken a travaillé déjà à l'époque avec Obama. Tous ces gens-là sont des gens d'Obama. Et Obama a signé l'accord de 2015. Donc ils ont envie, si vous voulez, de revenir à cet accord pour montrer qu'Obama avait raison et que Trump avait tort. Là où Trump, si vous voulez, a échoué par rapport à nous, Israéliens, et par rapport à la politique américaine, c'est que Trump, effectivement, est sorti de l'accord du nucléaire de 2015, en 2018, n'est-ce pas? Mais qu'il n'a pas du tout fait quoi que ce soit d'autre pour empêcher l'Iran de continuer à avancer sans accord vers la bombe atomique. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune action militaire entreprise par Donald Trump. Les sanctions qui ont été mises en place par Donald Trump n'ont pas vraiment arrêté le programme nucléaire. Et quelque part, ce que disent aujourd'hui Blinken et Joe Biden, entre guillemets, à ceux qui étaient pour la position de Trump, ils disent, regardez, vous avez fait ce que vous avez fait, c'est-à-dire sorti de l'accord d'abord, mais des sanctions importantes sur le régime iranien, mais ni l'une ni l'autre de ces activités, de ces décisions n'ont arrêté le programme nucléaire iranien. Donc peut-être qu'un accord serait, entre guillemets, la moins pire des choses pour essayer de bloquer ce qui se passe en Iran. Le problème, c'est que, vous savez très bien, Richard, qu'il y a ce qu'on fait et puis il y a également l'esprit de ce qu'on fait. Et l'esprit actuellement de ce que les Américains font est un esprit, si vous voulez, où on est prêt quand même à des compromis avec l'Iran, même si de temps en temps on entend Joe Biden ou Anthony Blinken dire que si l'accord n'est pas obtenu, il y a d'autres options
Oui, sur la table. Je vous coupe une seconde parce qu'on a l'impression, comme vous disiez à propos de l'esprit, c'est tout à fait subtil là ce que vous venez de dire, c'est que il y a la négociation, il y a les faits, etc. Et puis il y a l'état d'esprit. Or, dans cet état d'esprit, on a l'impression que les Américains veulent se débarrasser d'un dossier qui leur colle aux mains, comme un serpent de mer interminable qui monopolise les énergies des uns et des autres depuis plus de 2 décennies. Et donc, moi, je me demandais, comme d'autres personnes qui observent ces pourparlers, si on n'est quand même pas à la veille, on arrive à la position israélienne, on n'est pas à la veille d'un conflit ouvert, même à fleuret-moucheté, entre Washington et Jérusalem, parce que tout le monde, enfin, en Israël, on comprend peut-être les choses différemment, c'est que ce régime, il considère l'arme nucléaire non pas comme un moyen de faire de la, je dirais, d'une guerre froide au Moyen-Orient et de faire un bras de fer mieux armé, mais comme une arme stratégique indispensable à ce régime. C'est-à-dire que ce régime, s'il dépense presque la moitié des ressources de l'Iran, qui connaît de nombreux problèmes socio-économiques aujourd'hui, pourra absolument arriver à ces bombes nucléaires, c'est que c'est une colonne vertébrale de ce régime. Et quand on comprend ça, on comprend qu'un accord, quelque part, c'est un faux semblant d'une certaine manière. Un bras de fer américano-israélien, il n'est pas bon. Il n'est pas bon du tout dans aucun cas de figure. Les Américains restent le premier allié de loin de l'État d'Israël, surtout dans le domaine militaire et sécuritaire. Et que le fait qu'aujourd'hui des Israéliens au plus haut niveau, comme M. Bennett, expliquent publiquement que leur position n'est pas celle des Américains, est quelque chose qui n'est pas tellement bien vu par certaines personnalités du domaine militaire sécuritaire. On a le droit d'avoir des divergences de vues, n'est-ce pas? On peut ne pas penser comme les Américains, mais c'est bien mieux de le dire dans des couloirs feutrés ou dans des salons un petit peu... Mais pourtant Olivier, David Barnea, David, le chef du Mossad, a exprimé une opinion, je dirais, encore plus radicale en disant qu'il mettait sa responsabilité personnelle, en disant que, eh bien non, les Iraniens n'auront pas l'arme atomique. Entre le dire, d'abord, c'était un peu étonnant de la part du chef du Mossad de le dire en tant que déclaration personnelle et de prise de responsabilité personnelle. Le chef du Mossad, avec tout le respect que nous lui devons, reste une personnalité qui est nommée par le gouvernement israélien à un poste extrêmement sensible, mais c'est le gouvernement israélien qui est responsable. Absolument. Par rapport à ce sujet-là, et non pas telle ou telle personnalité, même si cette personnalité est extrêmement importante dans l'appareil sécuritaire militaire de l'État d'Israël, ce qui est le cas évidemment du patron du Mossad. Mais ce qui est assez gênant, c'est que les Américains, encore une fois, et les Américains sont la plus grande puissance du monde, c'est une démocratie, parfois ils sont républicains, parfois ils sont démocrates. On a commis l'imprudence pendant pas mal d'années de mettre tous nos œufs dans le même panier, c'est-à-dire d'aller avec les républicains contre les démocrates. Parce que lorsque les démocrates arrivent au pouvoir, on a besoin aussi un petit peu de rééquilibrer la position israélienne. Or, on ne peut pas refaire les mêmes erreurs du passé, c'est-à-dire critiquer l'allié et surtout le parti actuellement au pouvoir, le Parti démocrate, au nom d'un intérêt israélien qui est l'intérêt israélien, mais nous dépendons, je répète, de la puissance militaire et surtout des éléments sécuritaires, militaires, diplomatiques et politiques des USA pour s'occuper ou frapper, s'il a besoin, l'ennemi iranien. Et ce qui est un peu étonnant, un peu gênant, et on l'entend de la part de différentes personnalités, que ce dialogue ou cette discussion, si vous voulez, entre Américains et Israéliens se fasse sur les ondes ou via la télévision, alors qu'elle devrait se faire tranquillement au Pentagone ou à la Kyria ou tranquillement entre personnalités responsables. Israël ne peut pas se permettre d'être en rupture, en opposition flagrante, en rupture avec les Américains. Alors, ultime question, il nous reste une minute. Peut-être vous allez devoir aller à l'essentiel. Et ce qui reste comme option, on parlait de l'option militaire, parce qu'à partir du moment où on dit qu'Israël ne veut pas et ne peut se permettre le fait que l'Iran soit équipé de l'arme fatale, alors ça veut dire qu'à un certain moment, il faudra faire cavalier seul. Et est-ce que c'est seulement une option militaire classique, mais il y a aussi des options cybernétiques, on en a vu des petits extraits, mais ça peut être aussi beaucoup plus massif, une attaque qui ne serait pas seulement militaire, mais cybernétique de l'Iran. Je vous dis, écoutez,
Israël ne veut pas la guerre. Il ne veut pas la guerre, mais ne veut pas que l'Iran soit nucléaire. C'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que c'est pas qu'Israël veut faire la guerre à l'Iran. Israël n'a aucune velléité, une volonté de faire la guerre à l'Iran. Israël ne veut pas que l'Iran ait l'arme nucléaire. Ce qui est tout à fait différent, ce qui ouvre différentes possibilités de scénarios, si vous voulez, qu'ils soient scénarios multiples. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais encore une fois, Israël et l'Iran n'ont pas de frontières communes. C'est un pays très loin au niveau de la géographie par rapport à l'État d'Israël. Comme l'a dit par exemple Tamir Pardo, l'ancien patron du Mossad, enfin il y a un des anciens patrons du Mossad, à la différence du site nucléaire aux Irak en Irak, où il y avait une seule Bien cible, sûr, oui. et l'armée de l'air israélienne a fait ce qu'elle devait faire, là c'est tout à fait différent. Donc je pense que les options sont multiples, elles peuvent être, comme vous l'avez dit, dans le domaine cybernétique, elles peuvent être dans le domaine autre, sans encore une fois penser à quelque chose de classique ou de conventionnel, Absolument. qui pourrait ouvrir ici des conflits nombreux, ce qui n'est pas du tout le but recherché par l'État d'Israël. Je rappelle que le Hezbollah et le Hamas sont reliés à l'Iran et qu'Israël réfléchira à deux fois avant d'ouvrir une un tel confrontation conflit ouverte avec l'Iran. Tout à fait. Bah écoutez, Olivier, merci. On aurait eu plaisir à avoir plus de temps pour approfondir les choses. Je vous remercie d'avoir consacré ce temps aux auditeurs du studio Kalita. Et bientôt, j'espère. Bonne santé. Et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.